Ok, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation. Alors aujourd'hui, on va parler, le thème d'aujourd'hui, c'est l'antimatière, euh, qui est une grande question de la physique des particules. Et le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui plus précisément, c'est les atomes d'antimatière. Et c'est un thème de la physique qui est intimement lié au thème de la quantique. Et on va revenir là-dessus. J'ai repris quelques transparents que j'avais l'habitude de présenter pendant plusieurs années dans les lycées voisins du CERN. Donc voilà, si jamais vous étiez dans ces lycées, c'est ok. Voilà. Avant de commencer, je vais juste dire rapidement quelques mots sur mon parcours. Ça peut être intéressant pour certains d'entre vous qui peut-être et certaines d'entre vous qui souhaiteraient suivre une carrière dans la recherche, de savoir un peu ce que les gens ont comme parcours. Alors bien sûr, c'est vraiment différent de personne à personne et puis de pays à pays. Alors moi, je viens de France, donc les premières années de mes études ont été faites en France. Donc, j'ai eu un baccalauréat scientifique qui n'existe plus actuellement. Puis j'ai fait 2 années de classe préparatoire. Donc ça, c'est un système vraiment franco-français. Donc je vais pas passer trop de temps dessus. Puis après, j'ai fait 2 ans d'école d'ingénieur, qui s'appelle l'École centrale Marseille, encore en France. Et puis à cette époque-là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment intéressée pour faire plus de la recherche. Donc j'ai fait un double diplôme avec une université étrangère. Donc j'ai passé 2 ans à Vienne, en Autriche. Et donc à la fin, j'ai obtenu deux masters, un en Master of Science and Engineering de l'école française et puis un Master in Physics de l'Université de Vienne. Et puis après, je suis partie au Canada où j'ai fait un doctorat à l'Université de British Columbia à Vancouver. Euh, et après cela, je suis retournée en Autriche pour un postdoc à l'Académie des sciences d'Autriche, où je suis restée 1 an et demi, mais j'étais basée au CERN. Et après, j'ai été recrutée en tant que fellow, donc c'est un type de postdoctorat, et puis en tant que staff au CERN, où j'ai passé, donc ça c'était 8 ans de contrat avec le CERN, et en tout, j'ai passé une dizaine d'années au CERN. Et je suis maintenant de retour à Vancouver, à Triomphe. Donc j'ai fait un petit peu un ping-pong entre l'Europe et le Canada. Donc voilà, c'est quelques mots sur mon parcours. Si jamais vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Donc là, vous avez vu, j'ai mis en couleur le CERN et Triomphe. Quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est que entre l'école d'ingénieur et Vienne, j'ai fait 2 ans de étudiant d'été au CERN. C'est un programme d'immersion dans la recherche au CERN qui est extrêmement intéressant et motivant et qui m'a vraiment fait plonger dans le domaine de la recherche à partir de ce moment-là. Donc, je recommande à tous ce programme d'étudiants d'été du CERN. Donc voilà, j'ai CERN et Triomphe. Alors, je ne sais pas si tout le monde dans l'audience connaît ce qu'est le CERN et connaît ce qu'est Triomphe. Si je pouvais vous poser la question, je le ferais. Mais donc, je vais supposer que au moins certains d'entre vous ne connaissent pas ce qu'est le CERN et Triomphe. Donc, qu'est-ce que sont ces deux acronymes? Alors, le CERN et Triomphe sont des laboratoires scientifiques. Donc là, j'ai mis 3 exemples de sciences qui sont représentées ici. La chimie, qui est une science physique, sciences de la vie, de la santé, biologie, médecine, et puis la physique, où là, on peut voir un système euh, planétaire ou un système atomique. Donc la physique, disons, observe l'infiniment petit à l'infiniment grand.
Et Triomphe et le CERN sont des laboratoires de physique, mais qui ont aussi des liens étroits avec d'autres domaines scientifiques, comme la chimie et la médecine, par exemple. On verra plus tard une application concrète de l'antimatière dans l'imagerie médicale, par exemple. Alors, pour vous donner une idée d'où ces laboratoires sont, donc Triomphe, c'est un laboratoire canadien qui est situé à Vancouver, dans le British Columbia. Et le CERN est situé à la frontière entre la France et la Suisse, tout près de Genève. Et ces deux laboratoires, donc je mentionne ces deux laboratoires parce que ben, j'y travaille, j'y ai travaillé, j'y travaille. Mais ils ont des choses en commun et je vais rapidement vous dire ça maintenant. Donc le CERN, euh, la plus grande machine qui existe sur Terre est basée au CERN, a été construite au CERN. Et c'est le LHC, le Large Hadron Collider. Donc, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un tunnel de 25 km, 27 pardon, kilomètres de circonférence. Donc c'est extrêmement, donc une machine vraiment très très grande. Là, vous voyez en rouge la frontière entre la France et la Suisse. Et là, pour vous donner une idée de l'échelle, ça c'est l'aéroport de Genève. Euh, donc 27 kilomètres, c'est vraiment un tunnel impressionnant qui traverse 6 fois la frontière entre la France et la Suisse. Et dans ce tunnel circulent des protons qui sont accélérés à presque la vitesse de la lumière. Donc ces protons font à peu près 10 000 fois le tour du tunnel par seconde. Euh, donc on s'approche de très très proche de la vitesse de la lumière. Ça veut dire que les protons traversent la frontière à peu près 1 milliard de fois dans les vingtaines de minutes dont ils ont besoin pour être accélérés de leur vitesse d'injection dans les LHC à leur vitesse finale avant les collisions. Voilà, les particules ne connaissent pas les frontières, ça c'est clair. C'était clair avant, mais là on a vraiment euh, un accélérateur qui passe entre deux pays et c'est un peu le symbole aussi du CERN qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale comme un endroit où on peut faire de la science euh, tous ensemble. Et ça, ça a été une des grandes réussites du CERN. Donc voilà, un grand accélérateur qui est construit ici au CERN. À Triomphe, on a également un accélérateur euh, qui s'appelle un cyclotron. Ça, c'est un des plus grands cyclotrons du monde. Alors la taille a rien à voir avec ce que je vous ai dit avant. Là, à peu près, on a un rayon de à peu près 8 mètres. Donc beaucoup plus petit. C'est un accélérateur qui fonctionne d'une autre manière. Donc ici, ici, ça s'appelle un synchrotron, pardon. Donc les atomes ou les particules sont accélérés dans cet anneau. Et puis à chaque fois qu'ils passent l'anneau, ils sont accélérés un petit peu plus. Et les champs magnétiques pour les garder dans l'anneau changent. Alors que dans un cyclotron, c'est la trajectoire de la particule qui change en fonction de son accélération. Mais Triomphe a donc un des plus grands cyclotrons au monde et qui permet d'accélérer aussi des particules, ici encore une fois des protons. Alors pourquoi est-ce qu'on accélère les particules? Ben, pour comprendre de quoi est constituée la matière. Donc là, je vais donner une analogie assez basique. Si on lance deux pommes l'une contre l'autre avec peu de vitesse, bon, elles vont se cogner, elles vont probablement être tapées, mais on va rien apprendre de nouveau. Si on les lance plus fortement, elles vont commencer à exploser, donc on va pouvoir voir l'intérieur des pommes, par exemple voir la structure, les pépins, etc. Et si on allait encore plus fort,
et c'est ce que font les collisionneurs ou les accélérateurs de particules, et ben on va commencer à voir apparaître de nouveaux fruits, par exemple des bananes, des kiwis, etc. Alors ça n'a pas été montré dans le domaine des fruits, mais dans le domaine des particules, ça a été montré. On crée de nouvelles particules quand on a assez d'énergie. Donc ça, c'est la fameuse équation E égale mc2 d'Einstein. Et donc, en particulier, on peut créer de l'antimatière. Alors, avant de finalement vous dire ce qu'est l'antimatière et puis d'aller un petit peu plus en profondeur, je vais vous montrer une petite vidéo sur un cheveu. Et ça va illustrer de quoi on parle quand on parle de particules et ça va vous donner surtout une idée des échelles, des échelles qui rentrent en compte ici. Alors, je vais essayer de commencer cette vidéo. Donc, on va maintenant à l'intérieur d'un cheveu humain. Nos cheveux font à peu près une centaine de micromètres. Et puis, vous voyez en dessous, là, il y a une échelle de, de distance qui apparaît. Donc, on va aller de plus en plus petit. Donc, on rentre à l'intérieur de ces cheveux et puis il y a ce qu'on appelle des macrofibrilles qui font à peu près 1 micromètre de diamètre qu'on peut voir au microscope optique. Et ces macrofibrilles sont constituées de centaines de microfibrilles, donc de choses encore plus petites qui commencent à ne plus être observables au microscope. Et quand on rentre à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit des chaînes de kératine qui sont des molécules formées de plusieurs atomes. Et là, on va rentrer à l'intérieur d'un atome de carbone. Donc là, on est déjà très très petit. Ce qu'on voit d'abord, c'est les orbitales électroniques, donc disons la position des électrons. Et là, regardez bien l'échelle en bas. Il faut aller beaucoup 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 plus petit afin de voir le noyau de carbone qui est constitué de protons et de neutrons. Donc ça, c'est les deux couleurs, protons en rouge, neutrons en blanc. Et là, on va encore plus petit, on est au niveau du femtomètre. Et là, à l'intérieur du proton, on a des quarks. Donc, deux types de quarks, les quarks up et les quarks down. Donc, avec cette vidéo, ce que je voulais vous montrer, c'était que on part d'un cheveu hein, qui est déjà petit et on va plusieurs ordres de grandeur. Disons plus de 10 ordres de grandeur, 15 ordres de grandeur, pour arriver aux particules élémentaires qui sont les quarks. Et on peut dire que les expériences de physique des particules sont des microscopes qui nous permettent de voir à ces échelles-là, qui sont des milliards de fois plus petites que l'échelle des atomes et des molécules euh, qu'on peut voir avec d'autres instruments. Donc, ce qu'on a vu dans la vidéo, on a vu des électrons euh, qui sont classifiés, qu'on appelle des leptons. Je ne vais pas aller dans le vocabulaire, mais... Et puis, on a vu des quarks. Donc, c'est up and down quark. Et en fait, bon, si on rajoute le neutrino disons, dont on n'a pas besoin pour constituer la matière, mais qui est importante pour les interactions, on a tous les ingrédients dont on a besoin pour faire la matière qui nous entoure. Donc tout ce qui nous entoure sur Terre, toute la matière stable est faite seulement de ces 3 ou 4 ingrédients. Et pourtant, on a découvert des copies de ces particules qui sont plus massives. Donc la seule différence entre cette colonne et la deuxième et la troisième colonne, c'est que les particules sont plus massives. Et puis, on a aussi découvert qu'il y a une copie de tout ce monde de particules ici dans ce qu'on appelle l'antimonde, l'antimatière. Euh, alors, l'antimatière c'est pas nouveau, hein, elle a été identifiée en 1932 par un physicien Carl Anderson.
qui a découvert les anti-électrons, qu'on appelle les positrons. Donc voilà, l'antimatière de l'électron. Et en fait, l'antimatière avait été théorisée avant sa découverte, en 1928, par Paul Dirac. Donc ça, c'est un grand succès de la théorie qui a été capable de dire que les équations nous disent que, il devrait exister de l'antimatière. Et en effet, quelques années plus tard, cette antimatière a été créée. Alors, quelle est la différence entre la matière et l'antimatière? Il y a très peu de différence, en fait. La différence que vous voyez entre ça ici, c'est euh, la différence entre certaines charges, notamment la charge électrique. Donc, un électron est chargé négativement. Un positron va être exactement pareil, même masse, etc., mais chargé positivement. Et depuis cette découverte de l'anti-électron du positron dans les rayons cosmiques en 1930, eh ben, on a appris à faire euh, plus d'antimatière dans les laboratoires. Et puis en particulier au CERN, on a ce qu'on appelle l'Antimatter Factory, où on produit de l'antimatière et puis on la piège. Alors pas vraiment dans des boîtes comme ça régulières. Il faut des pièges spéciaux pour pouvoir contenir l'antimatière. Alors pourquoi ça? Parce que quand matière et antimatière se rencontrent, elles s'annihilent. C'est pourquoi on a appelé l'antimatière antimatière. C'est-à-dire que matière et antimatière, quand elles se rencontrent, comme les mêmes types de matière et antimatière se rencontrent, elles se transforment en photons. Du coup, c'est une explosion d'énergie et puis l'énergie est convertie en photons. Donc là, j'ai mis une image de ça. Donc on a un électron et un positron qui se rencontrent et puis des photons qui sont émis. Donc du coup, comme notre monde est fait de matière et non pas d'antimatière, il faut réussir à contenir l'antimatière sans qu'elle touche la matière, ce qui est quelque chose d'un peu compliqué. Je vais revenir rapidement dessus, comment on fait ça dans quelques transparents. Alors, je vous liste ici deux grandes questions de la physique des particules. Il y en a beaucoup plus, mais qui sont liées à ce que je viens de vous montrer. Pourquoi y a-t-il si peu d'antimatière dans l'univers? Et ça, c'est une grande question. Je vous ai dit juste avant que matière antimatière, à part des charges opposées, se comportaient de la même façon, et donc on ne comprend pas pourquoi notre monde, notre univers est formé de matière et non d'antimatière. Et une deuxième grande question, c'est l'origine des différentes générations de particules. Ce que je vous ai montré, pourquoi est-ce qu'on a des copies des particules alors que on n'a besoin que de ces trois quatre particules pour pouvoir faire toute la matière stable qui nous entoure. Alors, pour revenir à cette question de l'antimatière, quand on regarde cette photo, qui est une superbe photo de Hubble, qui nous montre des galaxies dans notre univers. Donc, on a des milliards d'années-lumière, des galaxies qui sont illuminées par des milliards d'années-lumière. Quand on regarde cette photo, on voit qu'il n'y a pas d'évidence euh, d'antimatière dans l'univers, d'antimatière primordiale. Donc on forme de l'antimatière quand on a assez d'énergie pour en former, mais on ne voit pas de galaxie d'antimatière. Euh, mais on sait que, par d'autres moyens, il y a eu de l'antimatière et de la matière créée lors du Big Bang. Et en fait, on pense qu'il y a eu un tout petit peu plus de matière qui a été créée, ou à un moment, il y a eu un déséquilibre entre la matière et l'antimatière. Et ce déséquilibre est vraiment petit. Donc pour 10 billions euh, de particules, donc 10 puissance 10 de particules d'antimatière, il y en avait 10 puissance 10 plus 1 de matière. Et donc, toutes ces 10 puissance 10 de matière et d'antimatière se sont annihilées. Et ce plus 1, c'est ce qui forme l'univers qui nous entoure. Alors, pourquoi ce plus 1?
Ça, c'est une grande question. Et heureusement qu'il y a eu ce plus 1, parce que sinon, on serait vraiment dans l'univers serait une soupe de photons et on n'existerait pas. Et donc, c'est encore une fois une grande question de la physique des particules. Pourquoi il y a eu ce plus 1? Alors, on a plusieurs moyens d'étudier cette question et d'essayer d'y répondre. Et ça, c'est un petit diagramme qui montre les différentes façons dont les physiciens adressent ce genre de questions. Alors, on peut regarder le cosmos, comme je vous ai montré avant. On peut étudier l'univers et essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas d'antimatière. On peut euh, accélérer les particules à très hautes énergies. Ça, c'est ce que je vous ai montré encore avant. Utiliser des accélérateurs qui peuvent aller à de très très hautes énergies, qui peuvent accélérer les particules proches de la vitesse de la lumière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la physique des hautes énergies. Et puis, on peut aussi mesurer des choses euh, qu'on est capable de produire avec une précision très forte. Et ça, c'est ma spécialité. Je travaille sur des expériences de précision à faible énergie. Alors, sur l'antimatière, euh, qu'est-ce que, quel type d'expérience de haute précision peut-on faire? Eh bien, on peut regarder les atomes. Là, je vous ai dessiné un atome d'antihydrogène et le comparer à un atome d'hydrogène. Donc, comment est-ce qu'on produit un atome d'antihydrogène? Il nous faut l'antiparticule du proton, qui est l'antiproton, donc chargé négativement au lieu d'être chargé positivement. Et puis, il faut l'antiparticule de l'électron, qui est le positron. Une fois qu'on a ces deux ingrédients, eh ben, on peut former des atomes d'antihydrogène. C'est pas si simple. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les appareils qui permettent de faire de l'antihydrogène. Mais c'est l'atome le plus simple qu'on puisse former. Et dans l'atome de matière, l'atome d'hydrogène est l'atome le plus simple de matière. Et l'idée, c'est que quand on a des atomes, on peut mesurer des choses de façon très précise. Et donc, on peut comparer des choses très précises dans la matière et des choses très précises dans l'antimatière. Alors, vous avez probablement entendu parler de la quantisation des niveaux électroniques. Donc, dans un atome, les électrons ne peuvent pas avoir tous les niveaux d'énergie, mais les niveaux d'énergie sont quantifiés. Et donc, on peut utiliser la lumière pour pouvoir faire passer des atomes dans un niveau électronique à un autre niveau électronique. Donc ça, c'est un schéma pour l'hydrogène. Et puis, on veut, du coup, avec l'antihydrogène, vérifier si ce schéma est le même dans l'antihydrogène. Et donc, les questions auxquelles on veut répondre, c'est est-ce que l'antimatière obéit aux mêmes règles quantiques que la matière? Nos lois quantiques prédisent que ça doit être le cas. Donc, nos lois quantiques nous disent oui, matière et antimatière doivent avoir exactement les mêmes propriétés atomiques. Mais si on découvrait une différence, alors ça aurait des potentielles explications à l'absence d'antimatière dans l'univers. Donc, potentiellement, si on voyait une différence entre la matière et l'antimatière au niveau atomique, on pourrait expliquer comment ça se fait qu'il n'y a plus d'antimatière dans l'univers, et puis, d'une certaine façon, d'expliquer pourquoi notre univers de matière existe. Mais ça aurait des conséquences dramatiques sur la théorie quantique. On aurait vraiment un changement de paradigme. Donc, ce sont des expériences intéressantes parce qu'elles peuvent potentiellement remettre en cause la théorie quantique telle qu'on la connaît. Et encore une fois, l'avantage d'avoir des atomes, c'est qu'on peut faire des mesures très précises de ces transitions atomiques. C'est des mesures de fréquence et elles peuvent être très très précises. Donc par exemple, dans l'hydrogène, cette transition ici du niveau 1 au niveau 2 dans l'hydrogène est connue avec 15 chiffres après la virgule. C'est une quantité qui est extrêmement bien mesurée. Et donc, on veut mesurer sur l'antihydrogène avec une même précision. Euh, je voulais juste maintenant vous montrer quelques photos des expériences
pour vous montrer à quoi ressemble ce type d'expérience. Donc là, vous voyez une ligne de faisceau avec des aimants. Ces deux choses-là sont des aimants où on piège les antiprotons et où on forme des antihydrogènes. Donc je vous ai dit au début que comme l'antimatière et la matière s'annihilent, il faut pouvoir piéger les particules d'antimatière dans dans des instruments qui permettent que matière et antimatière pardon, ne se retrouvent pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans un vide très très bon et puis qu'on utilise des champs électromagnétiques, donc des champs magnétiques et des champs électriques pour pouvoir piéger les particules sans qu'elles ne touchent de surface. Et donc c'est ce qu'on appelle des pièges de Penning où on peut piéger les antiprotons et les positrons dans ces pièges et former de l'antimatière, enfin former des atomes. Euh, donc voilà, c'est rapidement c'est comment ça fonctionne. Là voilà, je vous montre d'autres photos. Donc c'est des expériences assez impressionnantes, mais quand même à l'échelle humaine. Donc là on voit une personne. Donc ces expériences ont la taille de quelques mètres. Et ici on voit l'intérieur d'un aimant. Alors là, je voulais juste faire un petit aparté qui est une autre chose qu'on peut tester avec les atomes d'antimatière, parce qu'une fois des atomes formés, euh, les atomes ont une neutralité électrique, donc ils sont plus chargés. Et donc on peut regarder comment ils se comportent sous l'effet de la gravité terrestre. Donc, on veut mesurer si l'antimatière et la matière se comportent de la même façon sous la gravité terrestre. Et je vous mets ici un lien vers une petite animation TED-Ed que j'ai fait il y a quelques années qui, disons, met en dessin animé un peu ces questions de la gravité et de l'antimatière. Et puis pour finir, je voulais un peu, alors pour ceux, peut-être certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez parler d'antimatière, je voulais un peu vous dire que en fait on rencontre l'antimatière au quotidien. Votre propre corps produit de l'antimatière. Et donc, en effet, hein, le corps d'une personne de 80 kilos produit à peu près 1000 positrons par heure principalement dû à la désintégration du potassium 40, hein, qui est un isotope naturel. On mange du potassium et quand on mange du potassium, il y a une petite proportion de potassium 40 qui est radioactif et qui va émettre des positrons. Et donc, vous ingérez des positrons. Un exemple est par exemple la banane qui a euh, euh, pas mal de potassium, et donc une petite partie de potassium 40, à peu près une soixantaine de microgrammes, ce qui veut dire qu'une banane émet à peu près un positron par heure. Donc voilà, on a de l'antimatière au quotidien. Alors, il y a d'autres exemples d'application de l'antimatière, encore une fois sur les positrons. Vous avez peut-être entendu parler des PET scanners ou Positron Emission Tomography, en français tomographie à émission de positrons, donc le TEP, qui utilise le fait, encore une fois, que le positron, quand il rencontre un électron, s'annule et forme des photons qui partent dans des directions opposées. Et donc l'idée ici, c'est de donner au patient un sucre qui aura un petit euh, ici c'est du fluorine radioactif qui va émettre un positron. Ce sucre va aller dans les cellules cancéreuses, va s'accumuler dans les cellules cancéreuses, et donc quand cette fluorine va se désintégrer en positron et émettre un positron, le positron va rencontrer un électron de la cellule et émettre des photons qu'on va détecter par un détecteur.
Et donc, comme cela, on pourra localiser les cellules cancéreuses. Donc ça, c'est une application très intéressante de l'antimatière, et il y en a beaucoup d'autres. Et puis, bien sûr, peut-être que vous avez entendu parler de Star Trek et de leur utilisation de l'antimatière pour la propulsion de leur vaisseau. Alors, si on avait des sources d'antimatière, euh, alors oui, en effet, on pourrait utiliser l'antimatière pour production de l'énergie, mais comme je vous ai dit, notre univers est formé en seulement de matière. L'antimatière qu'on produit dans l'accélérateur est absolument minime. Et il nous faudrait des millions d'années pour pouvoir créer un gramme d'antimatière, même si on parle que d'un gramme d'antimatière. Donc actuellement, il n'est pas possible d'utiliser l'antimatière pour faire de l'énergie, mais euh, ça existe dans la science-fiction. Voilà, et avec ça, je finis ma présentation et je suis bien sûr heureuse de répondre à vos questions si vous en avez.